Bonjour, merci d'être là ce matin. Je serai court dans cette introduction parce que l'objectif de cette séance, c'est que vous fassiez connaissance avec Greg et Bruno. C'est la présentation officielle de notre nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, et du nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio. Alors d'abord, je voudrais leur souhaiter la bienvenue à Marseille. Leur dire que je suis personnellement très heureux qu'ils aient accepté de relever ce défi à mes côtés. Ils sont l'un comme l'autre des professionnels extrêmement expérimentés. Greg dans son parcours que chacun connaît et Bruno dans son parcours de coach. Je ne vais pas bien évidemment détailler tout cela parce que vous le savez. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce choix est un choix qui a été mûrement réfléchi, qui a été décidé après quelques semaines de discussion avec l'un comme avec l'autre. Et ce choix de ces deux professionnels, il incarne le nouveau cycle que nous voulons écrire pour l'OM. Chacun sait que à la fin de la saison dernière, j'ai trouvé, en ce qui me concerne en arrivant, une situation délicate, difficile, à la fois sur le plan économique, vous connaissez les chiffres, sur le plan sportif aussi, avec un bilan, on va dire, mitigé, et en tout cas bien en deçà des attentes qui existaient au début de la saison. Et donc il m'appartient aujourd'hui, avec l'équipe qui m'entoure, et ça commence par Greg et Bruno, de placer ce club dans un nouveau cycle, sur de bons rails, sur de nouveaux rails, avec un objectif qui est clair, qui est de retrouver une forme de stabilité, mais aussi de viabilité économique à moyen terme. Ça passe par toute une série d'actions. Mais je crois qu'il est essentiel pour l'avenir de l'OM qu'il soit assez rapidement en état de contrôler ses finances, ses ressources, l'allocation de ses ressources, tout en gardant son ambition sportive. C'est ça le défi qui est devant nous. Ça commence avec le mercato de cet été. On aura très vite maintenant, dans quelques semaines, la reprise de la saison. Greg et Bruno en diront un mot. Et pour mener à bien ce défi, qui n'est pas simple, on en a tous bien conscience, j'ai souhaité m'appuyer sur deux personnalités, Greg et Bruno, qui me paraissent correspondre parfaitement à ce qu'on recherche, c'est-à-dire à la fois l'expérience, le tempérament, une forme de discrétion aussi, parce que je crois que c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler aux médias, rassurez-vous, mais en tout cas le faire à bon escient et de façon un peu contrôlée, qui comprennent la situation du club, ses enjeux, ça c'est aussi un élément très important, et qui s'inscrivent dans un mode de fonctionnement que clairement je souhaite mettre en place, qui est un mode collectif. Le football c'est un sport collectif, et la gestion d'un club de football c'est aussi un enjeu collectif. Et le côté sportif, on l'a souvent dit à l'OM, ne sera pas déconnecté du reste du club. Bien au contraire, on a des dirigeants sportifs qui comprennent cette réalité économique et qui travailleront main dans la main avec les autres composantes du club. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, l'expérience, le track record, comme on dit en bon français, de l'un comme de l'autre, le tempérament, la personnalité, l'intérêt aussi pour la construction du futur, et notamment les jeunes joueurs, la formation des jeunes joueurs, la détection des jeunes joueurs, le projet que j'espère on sera en mesure d'annoncer dans quelques temps sur l'académie. Tout ça, ça fait partie un peu des grands axes du prochain cycle, ou du nouveau cycle, qu'on voudrait écrire pour ce club. Voilà ce que je voulais dire rapidement en introduction. Je vais maintenant laisser la parole et l'estrade d'ailleurs à Bruno et Greg, qui vont également se présenter, et puis ensuite répondre à vos questions. Merci encore une fois à vous d'être là, et à eux deux
d'être avec nous. Merci. Merci. Déjà, bonjour. Alors, merci Stéphane pour cette introduction. Et puis, bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être parmi vous afin de pouvoir échanger et de forcément répondre à toutes vos questions. Me présenter un petit peu aussi, vous dire, Greg Lorenzi, donc j'ai 42 ans. Je suis aujourd'hui très content et très heureux d'être le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Je suis un dirigeant qui voit un métier comme une âme de bâtisseur. J'ai eu un rôle pendant 10 années au Stade brestois. Ça veut dire que pour moi, quand on est directeur sportif, j'aime bien m'inscrire dans un projet sur du long terme. J'ai commencé, c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais 31 ans, je pense que je faisais partie du plus jeune directeur sportif de France. J'ai commencé par la Ligue 2. J'ai construit un projet au fur et à mesure où on a eu la chance de monter après 3 ans en Ligue 1 et 7 ans après de connaître un parcours exceptionnel qui a été de faire la Ligue des Champions avec un club qui n'avait pas de budget, pas de moyens, mais qui a su pendant des années construire au fur et à mesure et grâce à ce travail, à cette continuité, nous permettre d'avoir connu ces sommets. D'autant plus qu'on a pu aussi connaître un parcours en Coupe d'Europe, je pense que plus qu'honorable. On a réussi à atteindre les playoffs de Ligue des Champions. Et après ça, donc, il était pour moi important de pouvoir donner une orientation à ma carrière. Et j'avais une réflexion de vouloir forcément changer de projet. Et quand le projet de l'Olympique de Marseille c'est on va dire, retrouvé en face de moi, il a été bien évidemment pour moi très important de pouvoir et de vouloir on va dire accepter un projet comme un club comme Marseille qui fait partie d'un club, on va dire des plus grands clubs en Europe, avec certainement un challenge excitant dans un premier temps, mais aussi difficile à travers toutes les contraintes que vous pouvez connaître sur cet aspect notamment financier. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité que je suis prêt à relever ce challenge. Et aujourd'hui, ça fait maintenant depuis quelques semaines qu'on travaille à la reconstruction de cette équipe et de cet effectif. Ça prendra forcément du temps, mais en tout cas, voilà, je suis très motivé et avec beaucoup d'énergie, parce que je pense qu'il en faut aussi, à relever tous ces défis et surtout avec beaucoup d'ambition de pouvoir être à la hauteur de toutes les attentes de tous ces supporters et amoureux de l'Olympique de Marseille. Bon, Greg, on va laisser la parole au coach Bruno Genesio. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver nombreux ce matin. Je suis né il y a bientôt 60 ans à Lyon. Je pense que tout le monde le sait. Et après une carrière de joueur, je me suis reconverti comme entraîneur. Je vous dirai après les raisons principales pour lesquelles j'ai souhaité faire ce métier. Et avant de devenir coach, numéro 1, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'autres fonctions à l'intérieur d'un club. J'ai débuté en observant les adversaires, en faisant des montages vidéo. Puis petit à petit, j'ai intégré un staff où j'étais adjoint, puis je suis devenu entraîneur. Ce que je voulais vous dire, c'est que durant toutes ces années, ça fait bientôt maintenant une vingtaine d'années que je suis dans un staff professionnel, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les rencontres. Les rencontres avec les personnes, les gens, qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et j'ai fait ce métier parce que lorsque j'ai arrêté ma carrière de joueur, ce qui m'a manqué sont les émotions. Les émotions qu'on
que l'on a lorsqu'on est dans le couloir des vestiaires, lorsqu'on est dans la préparation d'un match, lorsqu'on est sur le terrain, et c'est important, et vous verrez pourquoi c'est très important ici, encore plus, et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de cette adrénaline qui nous anime, nous les coachs, et donc le choix de Marseille, lorsqu'il s'est présenté, m'a paru complètement naturel, pour toutes ces raisons. La première, parce que c'est un club historique. On connaît tous l'histoire. C'est pas à vous que je vais donner des leçons à ce niveau-là. L'histoire de ce club qui sportivement a toujours performé. Je crois que ça fait 30 ans cette année que le club est remonté en D1 ou en Ligue 1. À l'époque c'était la D1, maintenant c'est la Ligue 1 avec les Minots. Et c'est pas anodin parce qu'on a parlé de la formation, on a parlé de cet axe de travail qui va être très très important pour la suite. Et donc lorsque l'Olympique de Marseille est rentré en contact, tout de suite j'ai été séduit parce que pour moi ça représente tout ce qui m'anime, tout ce qui me motive dans mon rôle et dans ma carrière d'entraîneur. Comme je vous l'ai dit, cette ferveur autour de l'équipe, cette ambiance au stade que j'ai connue qu'en tant qu'adversaire pour l'instant, et je suis impatient de la découvrir à la tête de l'équipe de l'Olympique de Marseille, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré ici, y compris quand on s'est déplacé, que ce soit avec Lyon, avec Rennes ou avec Lille. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs, même en tant qu'adversaire, que c'était toujours un bonheur de venir jouer ici. Donc voilà mon parcours. Aujourd'hui, évidemment, qu'on connaît les contraintes du club, et le président a été très clair lors des premiers échanges que l'on a eus. Greg l'a été aussi avec moi, donc je suis ici en connaissance de cause de la situation du club, mais qui n'empêchera pas l'ambition, parce que l'Olympique de Marseille se doit d'être un club ambitieux. Donc après on reviendra sur les ambitions, je pense, il y aura certainement des questions là-dessus, mais on se doit d'être un club ambitieux, et on a vu, notamment l'année dernière, que certains clubs, même avec un petit peu moins de moyens, avaient été performants. Donc voilà, c'est ce vers quoi on tend, et on va le faire ensemble, parce que je crois que c'est aussi très important, et le président l'a souligné, on est le sportif, le dirigeant, l'administratif, tous les gens qui travaillent au club, tournés vers cet objectif qui nous anime tous durant cette saison. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter et annoncer le média que vous représentez. Donc, on va démarrer par lever les mains. Michel, tu veux entamer? Michel Desrossiaux, pardon. Bonjour Bruno, bienvenue à Marseille. On s'est déjà croisés. Donc Michel Desrossiaux, journal La Marseillaise. Bonjour. Pour vous, c'est un petit retour aux sources, puisqu'il y a un peu plus de 30 ans, vous avez porté les maillots d'un club voisin. Oui. Qu'est-ce que ça fait cette fois d'être à Marseille avec, peut-être moins de moyens que prévu, en quittant un club qui devait jouer à la Ligue des Champions pour venir dans un club qui va être en Coupe d'Europe toutefois, mais comment on se prépare à ce changement? Et j'ai un petit message personnel de la part d'Abassi Bonaeri, il m'a dit que sa chambre d'amis était disponible en cas de besoin. C'est sympa. Non, comme je vous l'ai dit, pour moi c'était bien sûr qu'il était important que l'Olympique de Marseille participe à une compétition européenne. Ça a été le cas grâce au travail de mes prédécesseurs, il faut aussi le souligner, par une 5e place qui reste quand même une place qui nous qualifie pour l'Europa League. Donc il était important pour moi, non pas indispensable, mais important de participer à une Coupe d'Europe. Et comme je vous l'ai dit, c'était pour moi un honneur et une fierté d'avoir la possibilité de venir entraîner l'Olympique de Marseille, qui représente beaucoup de choses, bien sûr, au niveau footballistique, mais aussi au niveau de l'histoire, au niveau de toute la ferveur. Et depuis que je suis arrivé ici, je m'en rends compte quasiment tous les jours, lorsque je croise les gens dans la rue, ou
ou lorsque j'étais en vacances, même cet été, pas très loin d'ici, il y a un engouement, il y a une ferveur, il y a une attente aussi de la part du public qui n'existe nulle part ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, on fait ce métier, joueurs, entraîneurs, dirigeants, pour vivre des émotions fortes, parfois dans la victoire, parfois aussi quand ça va moins bien. Et c'est là où il faut être fort. Et donc, pour moi, ça me paraissait évident de pousser la discussion au maximum et d'être ici à la reprise. C'était mon souhait premier. Les choses se sont enchaînées. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je suis très heureux et très fier d'être ici à la tête de l'équipe. Bonjour, Ludovic Ferraud, Journal La Provence. J'ai une question pour Bruno et Greg, je les pose les deux à la suite. D'abord, Bruno, on a eu beaucoup d'entraîneurs dogmatiques ces dernières années, des Sampaoli, Tudor, des Zerbi. Vous, on vous classe peut-être à tort ou en caricaturant dans la catégorie des pragmatiques. Comment vous aimeriez faire jouer l'OM et quel style vous aimeriez faire infuser à cet effectif? Et je vous laisse répondre. Non, je ne prends pas ça comme une critique quand on me classe dans une catégorie d'entraîneur pragmatique, parce que c'est vrai. Et chacun a sa méthode. Je ne suis pas là pour parler de ce qui a été fait avant. Je ne suis pas le genre d'entraîneur qui arrive et qui dit on va se mettre au travail, on va se remettre au travail. Il y a des choses qui ont été faites avant, bien faites, et il faut les respecter. Mais c'est vrai que je suis plutôt un entraîneur pragmatique parce que c'est ma philosophie. J'estime que je dois aussi m'adapter aux qualités de l'effectif, aux qualités individuelles des joueurs, et non pas arriver avec un style de jeu que je vais imposer si les joueurs ne sont pas adaptés à ça. Par contre, j'ai des principes, j'ai des convictions dans ce que j'ai envie de proposer au public, à mon équipe, à mes joueurs et à tout le monde. Je pense que vous le savez, j'aime avoir une équipe proactive dans la récupération du ballon, qui joue assez haut, qui instaure un pressing assez haut à chaque fois que c'est possible de le faire. Et avec le ballon, beaucoup de liberté. Mais je précise bien que cette liberté, elle est toujours à travers un cadre et un respect d'une organisation. C'est-à-dire que j'aime bien que mes joueurs permutent, bougent, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Il faut quand même qu'il y ait des positions qui soient occupées tout le temps, que ce soit sur la largeur ou sur la profondeur. Donc voilà, et j'ai envie aussi que mon équipe donne une image avec des valeurs. Je pense que dans le football, le résultat est très important, on le sait. Gagner, c'est très important. Mais ce qu'on dégage aussi, ce que l'équipe dégage, c'est aussi très important. En termes de valeurs, de solidarité, d'envie de parler un petit peu mouiller le maillot, comme on peut résumer ça. Voilà, j'ai envie que mon équipe montre ça aussi. Montre que quand elle rentre sur le terrain, c'est pour tout donner. Et après, à la fin du match, il y a un résultat. Parfois, il est positif, parfois, il ne l'est pas. Parfois, c'est justifié, parfois, c'est injuste aussi, parce que le football est comme ça. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin du match, on ait zéro regret. Dans l'engagement, dans l'investissement et dans ce qu'on a voulu faire. Si l'adversaire est meilleur, ou si c'est un jour où la chance n'est pas avec nous, peut-être que les résultats seront ce qu'ils seront. Mais je suis convaincu que si on a cet état d'esprit, 90-95% du temps, les résultats vont suivre. Voilà, je pense que j'ai beaucoup laissé dans tous les clubs où je suis passé. Quand je parle avec les joueurs avec qui j'ai travaillé dans certains clubs ou avec les dirigeants avec qui j'ai travaillé dans certains clubs, c'est aussi ça qui marque un petit peu notre passage, parce que je dis mais c'est notre passage avec mon staff, et c'est surtout cette image-là que je veux développer ici. Merci. Une question pour Grégory. Pour parler du mercato, on a tendance à penser ou à dire ou à écrire que s'il y a une offre satisfaisante pour 100% de l'effectif, tous les joueurs pourraient partir. Enfin, pas tous les joueurs, mais un par un. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous souhaitez vous appuyer sur des joueurs qui ont été corrects la saison dernière, comme Aguerd, Pexao, Gouiri? Et comment les années d'avant, les dirigeants étaient parfois critiqués sur le manque de stabilité avec 10 arrivées, 10 départs? Comment essayer de faire en sorte que l'équipe performe rapidement avec les contraintes économiques que vous avez cet été? Merci. Forcément, pour rien vous cacher, vous connaissez tous la situation économique du club qui est inquiétante.
Et quand on est directeur sportif, c'est comment on arrive à trouver le meilleur équilibre. Et le meilleur équilibre, c'est à la fois sportif et financier. Vous avez des joueurs de qualité qui forcément ont une certaine valeur marchande, plus importante que d'autres. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher qu'on n'écoutera pas d'offres intéressantes pour des joueurs majeurs. Ça serait vous mentir. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde partira, mais nous sommes aujourd'hui dans l'optique d'écouter des offres qui peuvent être intéressantes pour nous permettre forcément de rentrer dans un équilibre financier qui est primordial, parce qu'encore une fois, vous connaissez, on est encadré par la DNCG, on a des contraintes, et si on n'arrive pas forcément à réduire, derrière, on n'aura pas forcément la possibilité de recruter. Donc aujourd'hui, on a envie d'avoir une équipe compétitive, on a de l'ambition de pouvoir gagner des matchs, mais c'est comment nous, dans un rôle de directeur sportif, on arrive à trouver cet équilibre à la fois sportif et financier. C'est pas simple, c'est facile de le dire. En tout cas, c'est mon rôle et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, de faire la meilleure équation possible à trouver ce juste milieu qui nous permettra d'avoir, encore une fois, j'espère, une équipe compétitive auquel les gens seront contents de voir chaque week-end sur le terrain pour gagner des matchs. Oui, bonjour, Nicolas Chebriand pour la chaîne L'Équipe. Je vais peut-être poursuivre avec vous, Grégory, et puis après, si ça vous embête, j'enchaînerai avec une question pour Bruno. Je vous en prie. Simplement savoir justement, avec ces contraintes-là, quelles sont les ambitions sportives pour cette saison de l'Olympique de Marseille ? Vous savez, Marseille a toujours été un club ambitieux et doit rester ambitieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ambition pour moi, c'est de gagner des matchs et c'est de faire figurer l'Olympique de Marseille le mieux possible à hauteur des places, européennes. Quand on est à Marseille, c'est cette ambition qu'on doit avoir. Maintenant, le dire, c'est facile, et il faut le faire forcément avec des contraintes auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement, à travers ce que j'ai pu expliquer sur l'aspect financier. Mais c'est vrai que c'est un mercato qui prend un petit peu de temps du fait qu'il y a une Coupe du Monde qui n'est pas encore terminée. Il n'y a encore pas beaucoup de mouvements qui ont évolué jusqu'à présent, mais on y travaille quotidiennement pour permettre aux coachs à ce qu'ils puissent avoir une meilleure équipe possible afin de rentrer dans ces objectifs-là, tout en gardant cette ambition. Je pense qu'il y aura forcément une équipe qui débutera le début de championnat au mois d'août, et peut-être qu'à partir de septembre, ça sera forcément une autre. Donc on y travaille petit à petit, quotidiennement, en espérant que... Je comprends aussi la tâche d'un entraîneur, c'est qu'il a aussi envie d'avoir des joueurs à disposition le plus tôt possible pour pouvoir créer la meilleure synergie, la meilleure formule possible. Donc maintenant, on est tous confrontés, nous, club, à un mercato auquel on doit s'y préparer, on doit gérer. En tout cas, voilà, ne pensez pas qu'on ne travaille pas là-dessus, bien au contraire, et on s'y tâche de faire le plus rapidement possible. Merci. Bruno, vous avez une belle expérience déjà dans ce championnat de Ligue 1. Vous êtes passé par Lyon, Rennes, Lille. En quoi vous imaginez que l'OM peut être différent ? Qu'est-ce qui pourrait vous faire penser que c'est un club quand même différent ? Et en quoi vous pourriez imaginer que vous êtes compatible avec ce club ? L'OM est un club différent parce que, je l'ai dit, je le redis, parce que tout ce qui est... autour du club est passionnant. Une victoire ici n'a pas les mêmes retombées qu'une victoire dans un autre club. Et forcément, inversement, une défaite avec l'Olympique de Marseille n'a pas les mêmes répercussions qu'une défaite avec un autre club. Donc c'est le contexte autour du club qui est comme ça. Et quand on vient ici, on le sait. Et si on ne veut pas accepter les mauvais côtés, on va dire, parce que les bons côtés, c'est facile de les recevoir, il ne faut pas venir. Donc, mais je vous l'ai dit, je le redis, c'est aussi ce qui nous anime. Je fais ce métier avant tout pour vivre des émotions très fortes. Et on sait qu'ici, on va en vivre des émotions très fortes, dans un sens ou dans l'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que je peux être compatible ? J'ai entendu beaucoup de choses, que pour entraîner l'Olympique de Marseille, il fallait une certaine folie, il fallait une certaine... Je ne crois pas, peut-être par moment, mais je pense aussi que d'avoir de la sérénité, et ce n'est pas toujours simple dans les moments difficiles, de garder la tête froide, de garder de la lucidité, c'est aussi une force.
Je pense que c'est un de mes traits de caractère. Mais ce que je souhaite dire aussi, c'est que je ne dors pas debout. Ceux qui pensent que je vais être tout le temps calme, tout le temps serein, gentil, se trompent. Oui, je vais l'être parce que c'est mon caractère, mais je sais aussi, s'il faut monter le curseur, le monter. Mais ce n'est pas ma méthode, parce que je pense que dans le management, on peut faire passer beaucoup de messages en étant bienveillant, en étant proche des joueurs, proche du staff, proche des dirigeants. Ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'on va tout accepter, et ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y aura pas aussi la voix qui va s'élever. Mais voilà, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de trouver ou de retrouver un peu plus de calme, en interne en tout cas, ici. Oui, bonjour au fond, Loïc Lachaud pour Le Phocéen. J'ai également une question pour Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Je vais commencer par vous, monsieur Lorenzi. On parlait tout à l'heure des départs en termes d'arrivée. Sur quelle stratégie vous allez vous baser? Plutôt sur le recrutement de joueurs libres, de joueurs en prêt, sur des joueurs en post-formation? Quelle est la stratégie du club sur les arrivées? Écoutez, déjà c'est reconstruire, recréer un groupe avec forcément des joueurs qui sont encore sous contrat. Certains, comme je le disais tout à l'heure, partiront. Donc il faudra trouver la meilleure synergie possible entre des joueurs forcément d'expérience, qui connaissent aussi le niveau de la Ligue 1, qui soient capables de rentrer dans les exigences d'une compétition européenne, et aussi trouver le bon équilibre en incluant des jeunes joueurs qui pourront créer forcément une certaine valeur pour l'avenir du club. C'est comment on va réussir à instaurer ce meilleur équilibre, ce mélange qui nous permettra d'avoir un groupe assez homogène et compétitif au fur et à mesure en fonction des ambitions qu'on voudra se donner. Donc ça, c'est pour moi le plus important dans la création d'un groupe. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est comment on arrive à trouver cette synergie collective. C'est-à-dire que vous pouvez faire entrer des joueurs d'un certain niveau, d'un certain talent, d'une certaine qualité, mais que si vous n'arrivez pas à trouver une synergie entre toutes ces composantes, tous ces joueurs-là, qui feront que malheureusement ça ne fonctionnera pas. Donc c'est important à la fois de pouvoir avoir des joueurs de caractère, des joueurs talentueux, des joueurs plus jeunes qu'il faudra faire progresser. C'est toute cette alchimie qui nous permettra forcément au fur et à mesure de construire un groupe. Et au-delà de ça, ce n'est pas sur un mercato. Un projet, un groupe ne se construit pas forcément sur 1 ou 2 mois. Ça se construit sur du moyen long terme, qui fera en sorte à ce qu'on arrivera à trouver aussi une stabilité. Parce que si chaque année, vous faites arriver 10, 15 joueurs et vous en faites partir autant, ça crée un déséquilibre. Et c'est difficile à un entraîneur de pouvoir créer, si vous voulez, cette synergie. Je pense qu'il y aura forcément une adaptation des joueurs qui arriveront. Parce que vous pouvez prendre un joueur qui va être très bon dans un championnat et qui va être très bon dans un club. Il va arriver peut-être à Marseille. Il n'aura peut-être pas pris conscience de l'environnement, du contexte, et qui fera peut-être qu'il sera moins performant. Donc c'est comment, à travers tout ça, tous ces ingrédients, on arrivera, sur du moyen long terme, à créer un groupe compétitif, dans une durée, on va dire, dans une stabilité, pour à ce qu'on arrive à enclencher sur j'espère, des résultats positifs. Mais ça prend aussi du temps. Parce qu'aujourd'hui, même moi en tant que directeur sportif, dire à un entraîneur, voilà, maintenant tu as tes joueurs, on a fait le recrutement, tu te débrouilles, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, ce sont des choses qui sont toujours réfléchies, toujours pensées pour pouvoir anticiper l'avenir et permettre à ce que l'entraîneur puisse, à travers les joueurs qui sont à disposition, travailler. Et pour ça, ça prend du temps. Tout simplement. J'ai également une question pour monsieur Genesio. Sur la fin de saison dernière, on a vu Abibay utiliser pas mal de jeunes joueurs dans l'effectif. Vous qui êtes arrivé cet été, est-ce qu'il y a des jeunes déjà qui vous ont tapé dans l'œil? Est-ce que ça sera une base sur laquelle vous allez vous appuyer, utiliser des jeunes joueurs de l'effectif? Aujourd'hui, beaucoup de clubs de Ligue 1 veulent mettre l'accent sur la formation et utiliser des jeunes joueurs. On sait pourquoi, on sait quelles sont les raisons. J'ai toujours, dans les clubs où je suis passé, fait confiance à de jeunes joueurs formés au club ou issus d'un recrutement, on va dire, de post-formation. Mais
c'est avant tout les joueurs qui ont la réponse. Ce sont les jeunes joueurs qui ont la réponse. Parce que ce sont eux qui nous donnent envie de les faire jouer. Lorsque vous lancez un jeune, vous savez qu'il y a peut-être une part de risque un petit peu plus importante qu'un joueur expérimenté. Mais si vous le lancez, c'est parce qu'il vous a démontré à l'entraînement, dans son investissement, dans ses qualités, qu'il avait les compétences pour le faire. Il ne s'agit pas de dire on va faire jouer les jeunes parce que voilà, le nouveau projet. Non, quand vous faites jouer un jeune, il faut que vous soyez conscient et sûr qu'il a le niveau pour jouer dans l'équipe première. Donc pour l'instant, ça fait 10 jours qu'on a repris l'entraînement. Il y en a beaucoup qui sont avec nous, qui s'adaptent aussi à un entraînement qui est différent de ce qu'ils ont pu vivre dans les catégories en dessous. Donc je les observe, j'analyse, je les évalue. Mais je crois aussi que quand on parle de formation, Greg a parlé de moyen terme, même si dans le football on sait que c'est moyen terme n'existe pas beaucoup, mais pour la formation c'est important. On ne construit pas des joueurs juste parce qu'on a décidé de faire confiance à des jeunes. Ça se construit sur la durée, ça se construit par des structures aussi qui doivent les encadrer et leur permettre de progresser pour avoir les compétences de jouer un jour en équipe professionnelle. Mais oui, c'est l'idée justement de faire progresser des jeunes joueurs issus du club, formés au club, ou peut-être des joueurs qui seront venus de l'extérieur, des joueurs de post-formation qui seront compétents pour jouer avec nous. Monsieur, bonjour. Enzo Bonalana pour Maritima. Je vais rebondir sur cette question avec une question pour vous, Monsieur Lorenzi. Est-ce qu'il y aura un projet autour de la formation avec le nouveau trio à l'Olympique de Marseille? Merci. Déjà, je voulais aussi parler du travail qui a été fait. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui que l'Olympique de Marseille a décidé de pouvoir accentuer plus, on va dire, travail sur la formation. Moi, avec le regard extérieur que j'avais sur les jeunes, on voit que depuis quelques temps maintenant, il y a des jeunes joueurs qui intègrent les équipes de France. On voit qu'il y a des jeunes qui intègrent au fur et à mesure le groupe professionnel. Donc ça a déjà été un travail qui a été, je pense, lancé en amont. Et ça, il faut aussi le dire et le reconnaître. Et aujourd'hui, c'est forcément avec des contraintes qui sont celles qu'on a aujourd'hui, pouvoir avoir un petit peu plus un œil avéré là-dessus. Mais encore une fois, les jeunes, c'est pas tout. Dire de faire jouer les jeunes pour faire jouer les jeunes alors que c'est trop juste, on le fera pas. Ces jeunes-là, il faut les accompagner. Il faut aussi les mettre dans des bonnes dispositions avec des joueurs qui seront aussi capables de pouvoir les faire progresser. Un entraîneur avec un staff qui est aussi capable de pouvoir quotidiennement avoir cette relation avec comme on dit ici, le Pro 2 pour pouvoir les faire monter le plus souvent possible, leur donner plus d'attention aussi au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui a été, pour nous, même moi, avant ma signature, déjà présenté, que c'était quelque chose sur lequel l'Olympique de Marseille voulait mettre un accent fort là-dessus. Mais encore une fois, comme le dit aussi le coach, moi je ne connais pas un entraîneur qui se préverrait de faire jouer un bon jeune. Voilà. Maintenant, les bons jeunes, il faut aussi les analyser, il faut aussi les faire progresser, les faire travailler, mais forcément, on aura plus d'œil attentif là-dessus. Je pense que vous voyez aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui sont, on va dire, recrutés dans des clubs pro. Voilà. Notamment, on va donner l'exemple de Robinho Vaz quand il était à Sochaux, qui est arrivé l'année dernière à l'Olympique de Marseille. Alors après, c'est une autre histoire si il est parti, mais en tout cas, c'est aussi l'idée, forcément, d'avoir un travail et un œil plus avéré sur cette partie-là, parce que aujourd'hui, on a aussi des contraintes et ça passe par ce travail de la formation. Bonjour, Michel Aliaga, France 3 Marseille. Une question à chacun d'entre vous. Merci Monsieur Genesio d'avoir choisi l'Olympique de Marseille alors que Lille jouait la Ligue des Champions. Juste sans me faire le professeur, les Minots c'est 1981 et l'OM remonte en 1984 en gagnant à Lyon. Et en 96, quand il remonte, c'est après l'affaire VAOM avec des joueurs confirmés. L'an passé, voilà, c'est pour la précision. Voilà, l'an passé, l'OM a encaissé 12, 13, 14, 15 buts dans les arrêts de jeu. Il y avait visiblement un décalage entre la folie, l'investissement de Roberto De Zerbi
et ce qui se passait sur le terrain, ce qui fait que peut-être il a jeté l'éponge. Il y avait des joueurs qui n'étaient même pas au courant qu'ils étaient suspendus en cas de carton jaune. Donc à mon sens, il y avait un manque de rigueur. Est-ce que vous allez essayer d'apporter aussi votre enthousiasme et de ramener, on va dire, une compatibilité entre l'amour de l'entraîneur, l'investissement dans l'entraîneur, l'amour des supporters et, on va dire, ce qui se passe sur le terrain? Oui, je crois que je l'ai un petit peu précisé tout à l'heure. Je pense que cette ferveur qui entoure l'équipe, elle est très importante et elle doit nous conduire à faire des choses extraordinaires. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui doit nous pousser. Mais il faut aussi être capable d'avoir suffisamment de lucidité pour garder justement du sang-froid, pour garder un pouvoir d'analyse à l'intérieur d'un match, pour gérer des tempos, pour pas se laisser emporter justement par cette passion, cette folie, comme vous l'avez appelé autour de nous. Et c'est toujours le juste équilibre entre être capable de se servir de tout ce contexte-là qui doit nous galvaniser, qui doit nous donner un supplément d'âme, mais aussi garder la tête froide, garder le sang-froid dans les moments où ça sera plus difficile ou dans les moments où il va falloir être beaucoup plus juste dans un dernier geste, dans un dernier choix. Mais j'ai aucune appréhension par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, je le redis, on est là pour ça, on est là pour vivre ce genre de situation. Et c'est à nous, le staff, à nous, avec les dirigeants, à nous, avec tous les gens qui travaillent autour de l'équipe professionnelle, eh ben, d'insuffler cette espèce de sérénité, de calme, mais aussi qui peut nous conduire à la tempête parfois, dans le bon sens du terme. Parce qu'on aura besoin de folie. Dans un match, on a parfois besoin de cette folie pour aller chercher quelque chose dans les dernières minutes, pour pousser l'adversaire à la faute. C'est important. Et là, on va avoir besoin de notre public. On aura besoin de cette ferveur-là. Donc, voilà, c'est toujours le juste équilibre à garder entre tout ce qui nous entoure et tout ce qui est autour de l'équipe, et puis nous, ce qu'on doit dégager à l'intérieur. Merci. Merci. Monsieur Lorenzi, beaucoup de supporters, pour ne pas dire 100% des supporters, sont comme fous que Mason Greenwood parte pour seulement 40 millions d'euros, alors qu'il en vaut peut-être le double, et que des joueurs qui sont nettement inférieurs, comme Gordon ou autres, sont vendus 80 millions, 120 millions, dans des clubs évidemment, peut-être qui n'ont rien à voir, c'est le marché anglais, on sait tout ça. Mais est-ce que vous pouvez rassurer les supporters, parce qu'ils sont très très inquiets quand on voit, par exemple, que le joyau est bradé et s'en va pour 40 millions d'euros? Alors, vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood, à travers l'image que le joueur peut avoir. Donc quand on parle d'un certain montant, de certains chiffres qu'on aimerait avoir, il faut pas penser qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour Mason, tout simplement. Il y avait des discussions qui avaient été engagées auparavant pour, on va dire, essayer de trouver un compromis entre le joueur qui souhaitait partir, parce que je tiens aussi à le préciser. Ce n'est pas uniquement la volonté de l'Olympique de Marseille, mais il y avait aussi une volonté du joueur de vouloir quitter le club le plus vite possible. On était forcément, et nous sommes, liés à des contraintes économiques où il fallait trouver la meilleure solution possible. Vous dire que sur le dossier, ça n'a pas, on va dire, les clubs n'ont pas frappé à nos portes pour pouvoir acheter Mason Greenwood. Donc entre avoir la volonté et l'envie, comme vous dites, de vendre un joueur 80, 100 millions d'euros, aujourd'hui le marché n'estimait que le joueur ne les valait pas. C'est toujours pareil. Entre avoir envie d'un montant et la réalité économique de ce jour, on n'est forcément pas sur la même, on va dire, on n'est pas forcément aligné là-dessus. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce qui avait été prévu en amont sur ce dossier-là, le club rentre dans ce qu'il souhaitait. Donc à travers ça, il n'y a pas plus de commentaires à faire. Et pour rassurer forcément aussi les supporters, je peux comprendre que c'était un joueur qui était à leurs yeux attachant, parce que c'était un joueur certes particulier, mais encore une fois, on a eu aussi des échanges avec les supporters où il a été clair que pour nous, garder un joueur qui n'a pas envie de porter les maillots de l'Olympique de Marseille parce qu'il ne rentrait pas dans un état d'esprit qu'on voulait mettre, on n'allait pas le faire. Et je pense que tout le monde était unanime plutôt de ce côté-là que de dire qu'il faut absolument garder un joueur qui n'a pas envie de rester à l'Olympique de Marseille.
Messieurs, bonjour. Sacha Nabé, journaliste en freelance. J'ai une question pour vous deux. Peut-être d'abord vous, Grégory, pour rebondir à la question de mon confrère. On a vu pas mal de montants circuler autour de Mason. On sait que Manchester a aussi un pourcentage à la revente. Combien va toucher concrètement l'Olympique de Marseille sur ce transfert ? Alors encore une fois, comme je vous dis, les montants, ce sont des montants qui sont communiqués par des personnes qui n'ont pas les bonnes informations. Je ne sais pas, je ne suis pas très réseau, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui a été dit. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, à ce qui a été prévu dans le budget, à l'initial, l'Olympique de Marseille rentre dans ce qu'il souhaitait avoir. Maintenant, ça restera forcément entre personnes du club pour vous donner les montants exacts, mais c'est la seule chose que je peux vous indiquer, vous donner là-dessus. Mais je vous dis, on aurait pensé qu'il y avait eu plusieurs clubs qui allaient frapper, toquer à notre porte, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Donc pour nous, la meilleure solution était ce club, avec lequel aussi le joueur souhaitait absolument rejoindre et s'engager. Donc on a estimé pour les deux parties, c'était la meilleure solution possible. Et aujourd'hui, comme je vous dis, c'est du passé. Mason n'est plus joueur de l'Olympique de Marseille. On lui souhaite bonne chance et nous, à nous concentrer sur l'avenir et d'autres joueurs qui viendront. Ok, merci. Une question pour Bruno. La saison dernière, l'OM a eu pas mal n'a pas pris beaucoup de points contre ses concurrents directs, a eu du mal aussi en Ligue des Champions. Vous, à l'inverse, vous réussissez souvent à briller dans les grands matchs. Vous avez souvent gêné le Paris Saint-Germain, vous avez gêné aussi de grands entraîneurs, Simeone, Ancelotti, Pep Guardiola ou encore José Mourinho. Est-ce que vous pensez pouvoir aider l'OM à passer un cap sur ce point-là ? J'espère. En tout cas, je ne sais pas s'il faut passer un cap, mais on aura besoin de battre nos concurrents directs, mais aussi de battre des équipes qui luttent pour le maintien ou qui joueront le milieu de tableau. Mais je crois qu'on ne bat jamais un entraîneur tout seul ou une équipe tout seul. Et si par le passé mes équipes ont réussi, comme vous l'avez dit, à battre de grandes équipes coachées par de grands entraîneurs, c'est aussi parce qu'il y a eu ce supplément d'âme, cet esprit. Au départ, on n'était pas favoris, on n'avait peut-être pas les moyens des équipes qu'on affrontait, que ce soit financièrement ou sportivement, mais grâce à une organisation sur le terrain, parce que c'est quand même important aussi de l'avoir, il n'y a pas que l'état d'esprit, mais aussi grâce à cet état d'esprit, grâce à cette volonté de se surpasser, grâce à cette solidarité qui se dégageait à travers l'équipe, mais aussi tout autour de l'équipe. Voilà, tout un club autour. Et c'est ce que j'ai réussi peut-être à construire, que ce soit à Lyon, à Rennes ou à Lille la saison dernière, et ce qui nous a permis de battre de grandes équipes coachées par des grands clubs, des grands coachs, parce qu'on sentait cette union autour de nous. Et ça donne de la force. Et lorsque vous avez cette force-là, vous êtes capable de faire des choses qui, au départ, vous paraissent impossibles. Donc oui, j'espère pouvoir reproduire ça ici, mais l'Olympique de Marseille a aussi été habitué à gagner des grands matchs. Donc voilà, peut-être que l'année dernière, ça a été un contexte différent. Mais je crois qu'on est ici dans un club où l'équipe a montré qu'elle était capable de gagner dans les grandes occasions et contre de grandes équipes aussi. Bonjour, Wafa Sali pour l'AFP. Moi j'ai une question pour Monsieur Lorenzi. Tout à l'heure vous avez dit que le mercato n'avait pas vraiment commencé avec la Coupe du Monde. Et moi je voulais savoir exactement, il se dit que Mehdi Benatia a encore un rôle ici. Et donc je voulais savoir, est-ce que ce rôle c'est de vous aider sur le mercato ? Alors pour répondre à votre question, c'est vrai que... Alors, Mehdi n'a pas du tout de rôle au sein de l'Olympique de Marseille. Il n'est plus sous contrat. Mehdi a été forcément directeur sportif ces derniers mois. Et Mehdi avait forcément initié des sujets auxquels, que lorsque je suis arrivé, je les ai pris en cours et on a collaboré pour qu'il y ait une bonne passation entre tous ces sujets. Donc il a été normal qu'il puisse nous informer des choses qui se sont avérées par le passé pour qu'on ait les meilleures informations possibles afin qu'on puisse gérer au mieux les dossiers. Mais je confirme pas cette rumeur où Mehdi aujourd'hui fait partie de l'Olympique de Marseille. Il nous a donné à sa disposition pour pouvoir, on va dire, faire la meilleure
passation possible entre les dossiers qui ont été en cours lorsqu'il était en tant que directeur sportif. Mais aujourd'hui, il n'a plus de fonction et plus de rôle au sein du club. On va prendre les 3 dernières questions, s'il vous plaît. Bonjour, Francesco pour Carvelli pour BFM Marseille et RMC. D'abord des questions pour M. Genesio. Dans quel état d'esprit vous avez retrouvé le groupe par rapport à celui que vous aviez à Lille? Dans quel état d'esprit depuis la reprise de l'entraînement il y a une semaine? Et puis, est-ce que vous avez identifié des chantiers, des secteurs prioritaires en matière de recrutement? Et ensuite, pour M. Lorenzi, c'est de savoir justement si on doit d'abord vendre pour ce mercato. Est-ce que c'est d'abord la priorité avant de pouvoir penser à des arrivées et s'attendre donc à un mercato perturbé dans les arrivées-départs, c'est-à-dire à plus de 10 comme on a été à l'habitué ces dernières années? Merci. Je vais commencer. Pour répondre à votre question, c'est vrai que aujourd'hui, la priorité du club est de retrouver une santé financière. Parce que je pense que si on n'arrive pas à retrouver cette stabilité, on aurait eu de grandes difficultés. Donc on a fait des promesses vis-à-vis de la DNCG et aussi vis-à-vis de l'UEFA pour qu'on puisse rentrer dans un cadre très strict. Et forcément, ça passe par ce rééquilibrage financier sportif. Donc oui, on est obligé de vendre des joueurs. On est obligé de pouvoir laisser une masse salariale parce que sinon on n'a pas la possibilité de pouvoir enregistrer nos joueurs. Donc ça passera forcément d'abord par des ventes ou par des prêts au fur et à mesure qui nous permettront après par la suite de pouvoir réajuster et retrouver un équilibre avec des joueurs qui nous rejoindront. Donc ça prendra forcément un peu de temps. On y travaille. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, on a beaucoup d'espoir là-dessus parce que faut aussi comprendre qu'un club comme l'Olympique de Marseille attire, qu'on le veuille ou non. C'est pas parce qu'on est dans une difficulté financière qu'il n'y a pas de projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition, bien au contraire. Donc c'est le cas, mais il y a toujours ces contraintes qu'il faut bien évidemment pouvoir gérer en urgence afin qu'on puisse au fur et à mesure décanter notre mercato. Mais voilà, c'est toujours une question de timing. On sait que plus tôt on aura nos joueurs, mieux ça sera pour le coach afin de pouvoir travailler sur son groupe et d'avoir le meilleur effectif possible. Mais voilà, c'est aujourd'hui la situation et on y travaille tous quotidiennement pour remédier à ça. Oui, concernant votre question, en dehors des joueurs, parce qu'il y a les joueurs, mais il y a aussi les gens qui ont travaillé autour de l'équipe, j'ai trouvé des gens marqués et éprouvés par la saison dernière, parce qu'ils ont vécu en interne, mais aussi des gens qui aiment le club, des gens qui ont envie de donner pour le club, que ce soit les joueurs ou les gens du staff qui étaient en place déjà ici et que j'apprends à connaître, à découvrir. Il y a des compétences autour de moi, autour de nous. Donc, bien sûr que ça a été une saison éprouvante, je vous l'ai dit, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui ne l'ont pas vécu, pour l'instant en tout cas, qui ont repris l'entraînement avec nous. Et pour l'instant, l'ambiance de travail est plutôt très bonne. Les joueurs sont investis, ils sont engagés. Et je pense qu'ils sont maintenant tournés vers cette saison qui arrive, avec bien sûr des incertitudes pour les uns ou pour les autres. Certains risquent de partir, d'autres vont rester. Donc c'est toujours des périodes un petit peu incertaines et difficiles à vivre pour eux comme pour nous. Mais globalement, les choses se passent très très bien depuis notre arrivée, en tout cas sur le terrain. Et puis concernant votre deuxième question, évidemment qu'on a déjà beaucoup échangé avec Greg et avec les personnes qui sont chargées du recrutement sur nos besoins, mais ils sont aussi liés à ce qui va se passer dans l'autre sens, à savoir les joueurs qui sont amenés à nous quitter, parce que c'est aussi lié au départ qu'il y aura. Il va falloir être très réactif par rapport aux besoins qui seront peut-être d'ici une semaine ou 10 jours différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Mais ça, c'est le mercato, on a l'habitude, on sait que c'est toujours mouvant, que ça va durer jusqu'au 31 août comme ça. Bonjour,
Bonjour. Mathieu Grégoire pour le journal de l'équipe. J'avais 2 questions pour vous, coach. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre staff, les proches, peut-être qui seront plus ponctuels, et est-ce que vous voudrez l'améliorer encore après? Alors oui, je suis venu avec 2 adjoints, Dimitri Farbos, qui m'accompagne depuis Lyon. Il était dans un rôle différent à Lyon. Et puis depuis mon départ en Chine, il a pris un rôle d'adjoint. C'est un jeune entraîneur qui est très important dans le travail au quotidien. Jérémy Bréchec, vous connaissez tous de par déjà sa carrière de joueur, qu'il a conduit dans beaucoup de clubs, de grands clubs français et étrangers, qui lui aussi a un rôle d'adjoint et qui a aussi un rôle très très important dans ce qu'on souhaite mettre en place avec la formation, parce que c'est lui qui fait le relais entre le groupe professionnel et le groupe Pro 2 avec Titou. Donc c'est un rôle très important aussi pour moi. Il a aussi un rôle sur le terrain, bien évidemment, d'animation des séances, et notamment un peu plus sur l'aspect défensif, puisque c'est un ancien défenseur. Nicolas Dehon, que pour certains, vous devez connaître, pour les plus anciens, puisqu'il a déjà travaillé ici avec Didier, donc qui est l'entraîneur des gardiens. Thomas Chouinard, qui est responsable de la performance, avec qui j'ai travaillé déjà à Rennes et qui est arrivé avec moi. Et ensuite, il y a tous les gens qui étaient déjà là dans le staff. Il y a Randy Fondelot qui faisait déjà partie du staff d'Habib, qui est resté, plus beaucoup de gens, que ce soit dans la préparation athlétique, dans l'analyse vidéo, dans le staff médical, puisque tous les kinés et un des médecins sont encore ici. Donc on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble. Mais c'est normal, c'est la vie d'un coach, c'est la vie d'un staff, mais en tout cas je ressens beaucoup d'envie autour de nous pour redonner du plaisir, ou pour donner du plaisir à nos supporters. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le principal message que je reçois de la part des fans, des supporters, c'est celui-ci: redonner envie de venir au stade, même s'ils viennent tout le temps, mais d'avoir du plaisir à venir au stade. Et sur la construction de votre groupe, Grégory Lorenzi disait, c'est vrai que l'équipe qu'on verra en août, ça sera peut-être pas celle qu'on verra en septembre. Comment vous travaillez sur ça, parce que c'est vrai qu'on vous voyait quand même à Lille, vous étiez assez exigeant sur ce qui était du mercato. Est-ce que vous avez des joueurs que vous aimeriez à coup sûr conserver? Je pense par exemple à Pierre-Emerick Aubameyang, des cadres comme ça. Est-ce que vous avez des exigences en tout cas? Lorsque vous avez des bons joueurs, et pour un entraîneur, vous avez toujours envie de les garder. Mais après, il y a aussi une réalité contextuelle. Et je vous l'ai dit en préambule, lorsque j'ai signé, j'étais au courant de ce qui se passait. J'étais au courant des efforts financiers qu'on allait avoir besoin de faire, que ce soit pour vendre des joueurs ou pour réduire une masse salariale. J'étais au courant de tout ça. Tout le monde a été honnête, clair et sincère avec moi. Donc si j'ai accepté de venir à l'Olympique de Marseille, c'est en pleine connaissance de ce nouveau projet. J'aime pas trop le mot projet parce que ça voudrait dire qu'il n'y avait rien avant. Et avant, il y a eu plein de choses, plein de bonnes choses. Donc en tout cas, de cette nouvelle orientation du club. Et donc forcément, il y a des contraintes à ça. On peut perdre des joueurs que évidemment j'aimerais garder. Mais je l'ai intégré et je le sais. Je sais aussi qu'on est à l'Olympique de Marseille et qu'il y aura de l'ambition. Et que pour avoir de l'ambition, on aura besoin d'avoir une bonne équipe. Donc forcément, il y aura des départs, mais il y aura des arrivées. À nous de constituer un effectif très équilibré en termes d'expérience, en termes de jeunesse, en termes de poste aussi, par rapport à ce que je souhaite faire du projet de jeu de l'équipe. Et puis ensuite, de créer ce... Greg parlait de synergie, de créer cet état d'esprit qui doit transpirer dans une équipe. Parce que il y a bien sûr les compétences techniques, tactiques, athlétiques, mais il y a aussi une part mentale qui est très très importante dans la performance. Et dans le football, c'est peut-être un des seuls sports collectifs où c'est pas toujours le plus fort qui gagne, parce que justement il y a cet aspect-là qui rentre énormément en compte. Dernière question, Xavier.
Oui, bonjour à tous les deux. Xavier Condamine pour le Parisien aujourd'hui en France et le Dauphiné libéré. J'ai deux questions pour vous, une pour le coach et une pour le directeur sportif. Pour vos coachs, on l'a abordé récemment par rapport à cette préparation estivale. On le sait, vous allez avoir un groupe qui va être amené à changer. Je veux savoir comment vous travaillez avec ce groupe justement et plus globalement, quelle est votre méthodologie de travail? Est-ce que vous faites partie des entraîneurs qui estiment qu'on joue comme on s'entraîne? Voilà, tout simplement, si c'est possible de la détailler. Merci beaucoup. Alors oui, j'aime beaucoup cette phrase, on joue comme on s'entraîne, parce que c'est une phrase que j'ai entendue très très souvent lorsque j'étais à la formation, par un de mes formateurs, par José Brassard. Il nous répétait toujours ça, on joue comme on s'entraîne, et c'est très vrai. Je pense qu'on ne peut pas mettre de l'intensité le week-end si on n'en met pas à l'entraînement. On ne peut pas être organisé le week-end si on ne travaille pas ça à l'entraînement. On ne peut pas progresser techniquement si on ne travaille pas à l'entraînement. Donc ça, c'est très très important. Et comment on se prépare avec un groupe qui est mouvant? On se prépare comme si le groupe allait rester jusqu'à la fin du mercato le même. Parce que ce qui est important, c'est d'inculquer nos convictions, nos principes de jeu, offensifs, défensifs, et puis on s'adaptera au fur et à mesure avec les joueurs qui vont partir et les joueurs qui vont arriver. Mais on doit déjà par respect pour ceux qui sont là, leur donner nos principes de jeu, leur inculquer ça, cette méthode de travail. On a tous une méthode qui peut être différente, elle est respectée, elle est respectable. Donc on travaille comme si ce groupe, au 16 juillet ou 15 juillet, je ne sais plus, on est le 16 ou le 15, je ne sais plus d'ailleurs, comme si ce groupe allait être le groupe définitif. Et puis les joueurs qui vont arriver vont aussi échanger avec ceux qui sont déjà là. Et forcément, il y a une communication. Donc, ça va se faire automatiquement. Et puis, ils prendront les choses en marche. Et nous, on garde notre ligne directrice. Et je pense que c'est important aussi pour les joueurs, parce que ça leur donne des repères. Alors, il y a ce qui se passe sur le terrain et aussi ce qu'on va mettre en place en dehors du terrain. Parce qu'il y a aussi un cadre qui doit être mis en place en dehors du terrain pour que ça se passe bien aussi sur le terrain. C'est ce qu'on demande aussi aux autres joueurs qui seront éventuellement sur le départ, de s'entraîner le plus rigoureusement possible et le plus sérieusement possible, parce qu'aujourd'hui ils sont là et que demain aussi ils peuvent partir, donc il faut qu'ils soient prêts. Et inversement, donc un entraîneur aussi gère de la même façon un joueur que comme s'il était là, disposé pour faire sa saison, et ça va dans un sens comme dans un autre. Ok, bon, merci beaucoup. Et la dernière question, c'est par rapport au propriétaire Franck Macourt. Je voulais tout simplement savoir si vous l'aviez rencontré, quelle a été sa part dans le processus de recrutement. Voilà, avoir un petit mot sur le propriétaire. Merci beaucoup. Et c'est pour vous deux. Moi, à titre personnel, oui. Je l'ai rencontré. On a échangé forcément sur tout ce qu'on a pu se dire, où il a été transparent à travers la situation du club, la vision qu'il avait à travers l'Olympique de Marseille. Donc c'est une personne auquel j'ai beaucoup de respect, parce que forcément, quand on est à des milliers de kilomètres de Marseille et avoir beaucoup de passion et avoir beaucoup d'engouement pour un club ou pour un pays qui n'est pas le sien, c'est que forcément vous avez quelque chose d'assez particulier. Et j'ai trouvé forcément qu'il a beaucoup d'amour pour cette ville et pour ce club. Et je pense que c'est une chance pour l'Olympique de Marseille d'avoir un monsieur comme Franck Macourt à la tête de ce club. Maintenant, il nous a donné des responsabilités, voilà, où il nous fait confiance à travers notre président, Stéphane, moi en tant que directeur sportif, Bruno en tant qu'entraîneur. Il y a aussi des gens qui sont là au quotidien, qui travaillent dans l'ombre et qui feront en sorte à ce que le club puisse marcher dans le sens positif. Et maintenant, c'est à nous à justement regrouper toutes nos forces et forcément à lui rendre la confiance qu'il nous a apportée pour mener à bien ce projet. Non, je ne l'ai pas rencontré, mais je l'ai eu en visio. Et on a échangé très très longuement avec Stéphane, Greg et le propriétaire sur évidemment la situation du club, ce qu'il attendait de nous. Et c'est pour ça que je vous disais que je suis pleinement conscient de la situation et que j'ai accepté le challenge en pleine connaissance de cause, mais avec aussi beaucoup de motivation, beaucoup d'envie pour conduire l'OM là où il doit être.
Merci à tous. Merci. Merci à vous.